incarcérations. Attention pour lever, levez. Madame, attention pour lever, levez. Tranquille, ensemble là. Sur une échelle de 0 à 10, combien au niveau de la douleur? Ouvrez un peu les yeux, mets-toi bien là. Ah, je suis fatigué, mais fallait pas boire. La dame, elle est coincée dans ses toilettes au 4e. On peut s'attendre à tout et à rien en même temps. Madame, qu'est-ce qui se passe? D'accord, est-ce que vous avez perdu les os? On part pour un plan feu explosion, les gars, sur la commune de Saint-Lenoble. Ça brûle, les mecs. Mathieu, tire à gauche. Non, arrête, moi, je ta gueule. C'est à cause du rayonnement, ça a chauffé. Vous descendez pas s'il y a les postes sécurisés. On construit quelque chose et ça part en fumée. « 11h du matin à Douai, dans le Nord. La pluie s'abat sur la ville. Une météo exécrable qui rend la circulation très dangereuse. À la caserne, c'est l'effervescence. Vincent, sapeur-pompier depuis 20 ans, est appelé pour une urgence. Pas sur quoi, Vincent? On part sur un accident de secours routier, un bel contre cycliste. On devrait vite arriver. Une factrice à vélo vient de se faire renverser par une voiture. Vincent sait que ces accidents sont souvent meurtriers. Pas de carrosserie pour amortir les chocs. L'an dernier, 5% des morts sur la route étaient des cyclistes. En arrivant sur place, Vincent découvre la victime sur un rond-point très fréquenté. Elle est allongée au milieu de la circulation. Cette femme en noir a assisté à l'accident. La voiture, elle n'a pas laissé passer la factrice et elle l'a tapé et la factrice est tombée au sol. Le conducteur de l'automobile serait dans son tort. Le mec s'est barré. Il a commis un délit de fuite en abandonnant sa victime sans la moindre protection au beau milieu de la circulation. La factrice a échappé au pire. Elle aurait pu se faire rouler dessus par les autres voitures. Attention pour tourner, tournez. Laissez-vous faire, madame. Halte, rattrapez, posez. Voilà. Madame? Vous avez mal quelque part? Le bras à la jambe, on va regarder tout ça dans l'ambulance. Ah, d'accord. La cycliste se plaint de douleurs dans le dos et dans les jambes. Et cela inquiète Vincent. Il craint des fractures, voire pire, que la colonne vertébrale ne soit touchée. La victime risquerait alors une paralysie. Bon. Êtes-vous prêts? Attention pour lever, levez. Tranquille, ensemble là. C'est avec d'extrêmes précautions que les pompiers emmènent la factrice jusqu'à l'ambulance pour l'examiner. Le comportement irresponsable du chauffard met Vincent très en colère. Percuter quelqu'un et ne pas s'arrêter pour constater les faits, c'est criminel. Et on s'aperçoit que ces gens-là n'ont aucun scrupule. C'est des personnes qui ont des choses à se reprocher. Alors peut-être ils n'ont pas de permis, peut-être ils conduisent dans des conditions où ils n'ont pas toutes leurs facultés pour diverses raisons. Dans l'ambulance, c'est au tour de Caroline, infirmière chez les pompiers, de prendre en charge la victime. Elle doit évaluer ses blessures. Il y a un peu la jambe, essaie de plier. Sur une échelle de 0 à 10, combien au niveau de la douleur? À l'intérieur. La factrice souffre énormément. Les pompiers doivent déterminer très vite la cause de ses douleurs. On va découper. On va découper vos vêtements, on va découper l'avant. Le bras, pantalon, il faut qu'on voit plus ou moins. Au niveau de l'autre bras, vous arrivez à mobiliser l'autre bras? À première vue, la victime n'a rien de cassé et sa colonne vertébrale n'a pas été touchée. Mais les médecins veulent s'assurer qu'elle n'a pas de lésion interne. Alors là, je vais vous mettre une perfuse, d'accord? Comme ça permettra après de vous lâcher un peu. Pendant que les pompiers prennent soin de la factrice, un policier est venu recueillir son témoignage. Il doit déterminer les circonstances de l'accident. Est-ce qu'il y a eu contact, madame, avec la voiture? Elle vous a tapé la voiture?
Ouais, elle a tapé. Vous avez tapé? J'étais dans la piste cyclable en train de prendre le rond-point, donc j'avais bien mis mon bras pour faire voir que j'empruntais la voie. Et je me suis avancé, mais la voiture, je sais pas si elle a accéléré ou qu'elle a voulu forcer le passage, je sais pas. Elle est passée et elle m'a percuté. On sait qu'elle vous a vu, qu'elle avait... Ah oui, ouais, elle m'a vu. Ouais. La victime est emmenée aux urgences de l'hôpital de Douai. Dans son malheur, elle a eu beaucoup de chance. Elle ne souffre que de contusions aux jambes et aux bras. Elle rentrera chez elle après 24 heures d'hospitalisation. À ce jour, les policiers n'ont toujours pas retrouvé le chauffard. L'année dernière, en France, 159 cyclistes ont perdu la vie dans un accident de la route comme celui-là. Douai, 41 000 habitants, situé dans le département du Nord, au cœur d'une zone urbaine, peuplée de plus de 3,5 millions de personnes. Ici, la densité de population est 4 fois plus élevée que dans le reste de la France. Alors les pompiers ne chôment pas. 120 secouristes se relaient 24 heures sur 24 pour porter secours à la population. Ils font face à des problèmes caractéristiques de la région. Des incarcérations. Ici, les routes sont particulièrement fréquentées, ce qui les rend dangereuses et parfois meurtrières. Ça fait mal là? Là, ça fait mal. Très très mal? 0, vous avez pas mal? 10, vous avez super mal. Dans le département du Nord, les soirées sont parfois festives. Et comme partout, les jeunes sont souvent victimes de l'alcool. Quelque chose, tu vomis là. Hop, tu vas prendre un peu d'air frais, ça fait bien. Et les habitants vivent parfois des situations cocasses. La dame, elle est coincée dans ses toilettes au 4e. Sa poignée de porte, elle s'est enlevée à l'intérieur. Face à ces situations, les pompiers font preuve d'un dévouement sans borne. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi 3 d'entre eux. Nicolas s'est engagé chez les soldats du feu à l'âge de 13 ans. Ça brûle les mecs. Il y a un fort dégagement, donc notre renfort était nécessaire. Et cette fois, il va devoir affronter un incendie particulièrement impressionnant. Non, parce que ça y est. À 42 ans, Vincent est l'un des piliers de la caserne. Un homme de 50 ans qui ne répond pas aux appels. On va voir sur place. Il y a quelqu'un? Confronté au pire, Tu l'as trouvé? comme aux situations les plus rocambolesques. Mademoiselle, c'est tout. Ce pompier d'expérience reste toujours empreint d'une grande humanité. Vous ne pouvez pas y voir dans cet état-là. Il va falloir attendre un petit peu, madame. Sébastien, lui, est secouriste depuis 20 ans. Allez. Face aux victimes récalcitrantes, il sait faire preuve d'autorité. Ouvre un peu les yeux, mets-toi bien là. Ouais, t'es fatigué, mais fallait pas boire. Incendie, accident, malaise, tentative de suicide. Les pompiers de Douai sont sur tous les fronts. Quelques jours plus tard, c'est une belle journée qui commence à Douai. Dans le centre-ville, les habitants flânent sur le marché. Pourtant, à plusieurs kilomètres de là, un drame est en train de se jouer. À la caserne, c'est le branle-bas de combat. Un feu s'est déclaré dans une maison à l'écart de la ville. C'est Nicolas, 37 ans, qui va intervenir avec 4 de ses hommes. Ce type de mission se multiplie en début d'hiver, au moment où les habitants rallument chauffage et cheminée. Donc on part en renfort sur Brûlé-Marchienne pour un feu de maison. Et on verra sur place ce que ça donne. Chaque année, dans la région, les feux d'habitation nécessitent près de 120 interventions. Nicolas a une certitude, l'incendie doit être grave, parce qu'il se situe loin d'ici à 16 km, au-delà de leur zone d'intervention habituelle. Un fait extrêmement rare. Donc en fait c'est pas notre secteur d'intervention. Pour notre secteur d'intervention, c'est un secteur deuxième appel. C'est les casernes qui sont sur place, qui redemandent des véhicules supplémentaires, certainement parce que le feu est d'une importance moyenne ou grande. Donc c'est pour ça qu'ils nous demandent un renfort.
Pour l'instant, Nicolas ne sait pas encore à quoi s'attendre. Mais en se rapprochant des lieux... Regarde, on vole ta mettre. Ça brûle les mecs. Le sergent-chef comprend que les choses sont sérieuses. Donc là on voit qu'il y a un fort dégagement, donc notre renfort était nécessaire. Sa priorité, trouver le chef des opérations qui va lui donner les premières consignes. Il est où le chef de groupe? Ah bah, je le cherchais. Le feu est en train de ravager un pavillon. À l'arrivée des pompiers, il a déjà envahi une partie du premier étage. On est parti pour feu de cheminée. Au départ, on est arrivé sur place et a demandé immédiatement un renfort parce que c'était feu généralisé déjà en toiture. C'était déjà parti. Par bonheur, les habitants ont eu le temps d'évacuer. La mère de famille et ses 2 enfants ont quitté les lieux. Le père, lui, regarde impuissant les flammes détruire sa maison. Vous savez pourquoi c'est parti? C'est quoi le feu de cheminée? J'ai allumé ma cheminée ce matin à 7h30, j'étais en train de cuisiner et puis ça a plus chaud. On était dedans, les enfants étaient dans le salon en train de jouer. Et ça a démarré de la cheminée, de la chambre de ma fille, j'ai senti le brûler. C'est arrivé directement au compteur. L'incendie a pris dans le conduit de la cheminée qui traverse tous les étages. Et il s'annonce particulièrement difficile à maîtriser. D'autant que les pompiers sont confrontés à une complication inhabituelle. Grosse difficulté sur le derrière parce qu'on n'a pas d'accès. Ici, on est dans une ruelle, on ne peut pas mettre un moyen à rien. Leurs engins ne peuvent pas s'approcher de cette ruelle. Alors Nicolas prend les choses en main. Il déploie ses hommes pour combattre le feu à la seule force de leurs bras. Vous prenez une échelle à coulisses, vous mettez là. Ouais. Prenez de quoi découvrir à droite du Velux. Une échelle à coulisses et on découvre. Ouais. Donc prenez le bal avec vous. L'objectif, arroser l'incendie par le toit. Les pompiers vont ouvrir la maison comme une boîte de conserve pour tenter de noyer le feu. Mathieu, tire à gauche. Fais tomber tes tuiles à gauche. À 7 mètres de haut, les hommes de Nicolas ne ménagent pas leurs efforts. Mais pourtant, les flammes continuent de ravager les chambres des enfants. L'opération est périlleuse. Vous descendez pas si elle n'est pas sécurisée. À tout instant, les pompiers peuvent passer à travers la charpente. Dani, tape dans la lucarne, gros. La bataille est acharnée, mais les pompiers doivent se rendre à l'évidence. Le feu s'est tellement propagé qu'il faut l'attaquer de l'intérieur. Ouais. Si je voir, je pourrais être à l'intérieur de faire tomber tous les plafonds. Ouais. Tous les plafonds, là où il continue à dégarnir complètement. Ouais. De toute façon, le feu il est pris au premier étage et il est pris sur tout le plancher. Mais à l'intérieur, c'est une véritable fournaise. La température de l'air avoisine les 500 degrés. Je vous envoie. Il y a une gaffe, je vais vous la donner en rentrant. Salut. Bon. Faire une 4e. Malgré la chaleur et la sonnerie stridente de l'alarme incendie, les hommes de Nicolas s'engagent dans la maison sans état d'âme. La situation est risquée. Les flammes ravagent la structure même de la maison. Les pompiers ne nous autorisent pas à les suivre. Nous les équipons d'une caméra embarquée. Thomas, tu fais gaffe, ils vont arroser par en dessous, le foyer est sous toi. C'est bon, Denis? Les incendies sont les missions les plus dangereuses pour les pompiers. Nicolas, qui est responsable de la vie de ces hommes, ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter pour eux. Bah moi je pense plus au danger par rapport à mes binômes. Eux, je pense que dans le feu de l'action, ils y pensent pas forcément tout de suite. Mais sur ce type de feu, ouais, ça peut très vite arriver. On sait pas dans les combles ce qui peut se passer au moment où ils percent une poutre ou ils ouvrent un isolant. Un apport d'air qui peut provoquer un redémarrage du feu dans les combles. Comme ils sont dans la fumée avec les masques, ils ne voient pas forcément ce qui se passe. Donc notre rôle, c'est de les redécager d'un mètre ou deux pour qu'ils se mettent en sécurité. Ouais, plancher, voilà. Ouais, la table dessous. Vire le feu, là. Ouais, t'as un peu de... Pense-le, on va péter le plancher, là.
Non, arrête, parce que ça gueule. Arrête. Ça va se casser la gueule. Après 30 minutes de lutte, l'équipe de Nicolas doit déposer les armes. Le danger est trop grand. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. Le binôme qui est en attaque et que la lance en haut redescend en nous disant qu'il ne faut plus aller en haut parce qu'en fait tout le plancher est en train de s'effondrer. En fait. Ça donne quoi en haut? Ça chauffe, hein? Ouais. On a pris. On va envoyer un autre binôme là. Cédric et ses collègues sont allés jusqu'au bout de leur réserve d'air. Et leur équipement témoigne de l'âpreté du combat. Leurs casques se sont déformés sous l'effet de la chaleur. Ça cause du rayonnement. Ça chauffait bien. C'est là où on sent qu'on est vraiment impacté par le rayonnement des fumées et le rayonnement des flammes, quoi. Même le matériel a été impacté par la chaleur au niveau de l'étage. Pourtant, Nicolas et ses hommes vont devoir retourner au combat, car le feu n'est toujours pas éteint. De nouveaux foyers menacent maintenant le rez-de-chaussée. Là, on essaie de trouver le feu. On a trouvé un peu une partie du foyer du feu, donc on essaie de faire tomber un peu les faux plafonds pour pouvoir plus facilement atteindre les flammes. Il leur faudra encore 1 heure d'effort pour venir à bout de l'incendie. Faites gaffe à vous. Ah, après ça va être du déblai. Ouais. On a brûlé, tout est brûlé. Ça va être de la surveillance. On a bien travaillé. On a donné tout ce qu'on a pu là. Le feu est enfin maîtrisé, mais la maison est dévastée. Le salon, les chambres des enfants, la cuisine, mais aussi les photos, les papiers. Toute la vie de la famille est partie en fumée. Alors les pompiers essayent de sauver ce qu'ils peuvent. Je vous ai récupéré toutes les photos de... Je pense pour vous qui ont une importance. Essayez de les récupérer, de les mettre à sécher tout de suite, elles ont un peu pris l'eau. Donc bah, ça c'est des petits gestes où le côté pompier s'efface un peu. À part être pompier, on est aussi des pères de famille et puis on a une famille aussi. Je pense que nous les premiers, les photos souvenirs de famille, ça nous embêterait de les perdre. C'est pas grand chose mais ça fait toujours plaisir aux gens, quoi. Au bord des larmes, le propriétaire réalise l'étendue des dégâts. Quand je l'ai rachetée, elle avait été restaurée et tout, elle était nickel cette maison. Bah maintenant on n'a plus rien fait. On construit quelque chose et ça part en fumée. Ouais. J'ai plus de maison. Et je te rappelle après. C'est le frangin qui s'inquiète. La famille, ouais. Ah, la famille, ouais, c'est sacré, je pense. Et puis, je pense qu'on va avoir du soutien de leur part. Moi, ça va, c'est ma femme et mes enfants qui ont du mal à accuser le coup, mais moi, je me dis que mes enfants sont là, ma femme, elle est là, c'est le principal. Tous les ans, les incendies domestiques comme celui-là causent une centaine de décès en France. La famille sera relogée immédiatement par la mairie du village. Mais il leur faudra plusieurs semaines de démarches avec les assurances avant de pouvoir espérer reconstruire leur maison. Dans l'Hexagone, un feu d'habitation se déclenche toutes les 2 minutes. Mais à Douai, comme dans le reste de la France, l'un des motifs d'intervention le plus courant pour les pompiers est l'accident sur la voie publique. Allez. Sébastien, 36 ans, est appelé pour un accident grave. 2 voitures se sont violemment percutées sur une route départementale à une dizaine de kilomètres de la caserne. Douai est au cœur d'un réseau routier important. Le département est desservi par 2 autoroutes et 4500 km de routes secondaires très fréquentées. Les accidents sont récurrents, mais cette fois, ils semblent particulièrement graves. Au départ sur la commune de Dechy, accent de la route, des incarcérations, nous sommes 2 victimes pour l'instant. Une désincarcération. Cela signifie que les occupants sont prisonniers dans la tôle de leur voiture. C'est le travail des pompiers de les extraire de leur véhicule. À l'arrivée de Sébastien, le SAMU est déjà sur place.
On n'arrive pas à le sortir, les gars. Ok. On a relais sur le... Attention. T'as qu'une seule victime? Ouais. Écoute, il y a une autre victime dans l'autre avec voiture. 2 voitures ont subi un choc frontal très violent. Bah, moi, on a découvert comme ça. Ne sachant pas faire un massage cardiaque ou autre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un coup de main, essayer de faire circuler les gens pour pas que ça s'amasse, parce que les gens sont curieux, donc voilà. Et donc on a donné un coup de main et puis on a appelé les pompiers, quoi. Le conducteur de la voiture grise aurait fait un malaise au volant. En perdant le contrôle de son véhicule, il aurait heurté de plein fouet la voiture noire qui arrivait en sens inverse. Sébastien, qu'est-ce que tu as comme info là? Une personne en arrêt cardio-respiratoire, incarcérée dans le véhicule, donc en train d'être massée par le SMUR. Donc elle est bloquée dans le véhicule pour l'instant, il faut essayer de la sortir rapidement. Il y a une deuxième victime qui est blessée dans le véhicule ici, donc mon équipage USCB va gérer celle-là. Et nous on va pour l'ouverture du véhicule pour la sortir rapidement. Doucement Manu, doucement Manu. L'homme qui aurait fait un malaise est dans un état grave. Son cœur s'est arrêté. La portière du véhicule étant bloquée, un secouriste a commencé tant bien que mal par un massage cardiaque à travers la vitre. L'intervention s'annonce tendue pour les pompiers, surtout pour les plus jeunes comme Laura, à droite, qui n'a intégré le service que depuis 3 mois. On voit pour basculer le siège, docteur. Oui, comme vous voulez. Moi, il me faut le sortir rapidement. Ouais, c'est vous le professionnel. D'accord. On peut le sortir là-bas, sinon. Ouais. On peut le sortir là. Les pompiers décident d'évacuer finalement la victime du côté passager. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en a un qui regarde au niveau des pieds qu'on va tirer pour sortir. Ça marche. Bon, c'est bon, je l'ai. On le met où, les gars? Mets-le par terre, là. C'est bon, on le décale légèrement et on pose. 20 minutes après son accident, l'homme est enfin sorti de son véhicule. On est à combien d'adrés? On est à 5 d'adrés, là. 5. Dès qu'on arrive à 10, toutes les 3 minutes, s'il te plaît. On continue le remplissage. Il est toujours en arrêt cardiaque, mais Sébastien veut encore y croire. Donc les médecins vont envoyer des médicaments. Il faut essayer de faire repartir le cœur. Et nous, on remplace le battement du cœur par un massage cardiaque. Et on espère que ça va repartir. Il y a encore de l'oxygène? Oui, il y a beaucoup. On n'est pas dans le rouge. Les secouristes font l'impossible pour sauver la victime. Mais après 20 minutes d'efforts intenses, Qu'est-ce qui se passe, docteur? Oui, là, on a malheureusement, il est décédé. les pompiers ont perdu le combat. Sébastien a choisi ce métier pour sauver des vies. Et pour lui, ces situations sont toujours difficiles à accepter. C'est toujours un sentiment, je dirais, un peu d'échec de ne pas réussir à ramener les gens à la vie. Après, on n'est pas des surhommes, même si on était là rapidement sur les lieux, parfois le corps humain, la machine ne veut pas repartir et c'est comme ça. Et malheureusement, on a une personne décédée, mais il reste encore une victime à s'occuper. Donc il faut pas s'attarder que sur une victime, il faut continuer à travailler sur le site, donc ça c'est important. Mais Sébastien n'a pas une seconde à perdre, car la conductrice du deuxième véhicule est dans un état préoccupant. J'ai mal au bras. Vous avez mal... Quel bras? Celui-là? La jeune femme de 32 ans est consciente, mais elle souffre le martyre. Vu la violence du choc, les pompiers craignent le pire. Sa colonne vertébrale pourrait être touchée. Le moindre mouvement aggraverait alors son état. Pour l'extraire le plus délicatement possible, les pompiers doivent découper entièrement le toit à l'aide d'une énorme pince mécanique. On va faire une entaille. Pendant que les pompiers enlèvent le toit, Sébastien et sa collègue tentent d'apaiser la victime, très choquée. Elle est déjà blessée. Il y a beaucoup de monde qui s'affaire autour d'elle, donc c'est un stress supplémentaire pour elle. Et l'appréhension elle est présente. Donc parler à quelqu'un, c'est hyper important. Après une demi-heure d'effort, les pompiers parviennent enfin à enlever le toit de la voiture. Ils peuvent maintenant accéder librement à la victime. Respirez calmement dans le masque, d'accord? Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. C'est un peu gênant, c'est un masque, mais ça va rentrer, d'accord? À droite. D'accord, bah là on va juste dans 2-3 minutes, vous êtes sorti du véhicule. Et attention pour lever. Voilà. Maintenant, on bascule. Il aura fallu plus d'1 heure aux pompiers pour sortir la conductrice de sa voiture. Allez, on y va, on installe sur le plan. La jeune femme doit être emmenée aux urgences de l'hôpital de Douai. Sa vie n'est plus en danger, mais elle doit passer un scanner pour évaluer la gravité de ses blessures. À ses côtés, Laura, la jeune pompier. C'est la première fois qu'elle intervenait sur un accident mortel.
Car des accidents graves comme celui-là, les pompiers de Douai n'en traitent que 25 par an. Pour les nouvelles recrues, ils peuvent être impressionnants. Alors de retour à la caserne, Sébastien tient à s'assurer que la jeune secouriste n'est pas traumatisée. C'est ta première désincarcération? Ouais, c'est la première. Ça surprend un peu, mais... Si t'as des questions à poser, faut pas hésiter. Hein. La jeune fille, pompier volontaire depuis 3 mois, n'était jamais intervenue sur un accident mortel. Il faut dédouaner un petit peu l'intervention en parlant, parce qu'on parfois on voit des choses qu'on n'est pas habitué de voir. C'est les premières fois parfois pour certains. Donc, là, malheureusement, on a une personne décédée, c'est peut-être son premier décès qu'elle voit en tant que pompier, donc c'est bien d'en parler. On le voit en manœuvre quand on est en formation, mais c'est pas du tout pareil. On ne peut pas vraiment se préparer à ce qui va se passer, le nombre de victimes, tout ça. Vous avez bien travaillé, je suis content. Pour Sébastien, ces débriefings sont indispensables après les interventions les plus difficiles. On prend un peu d'expérience et on partage un petit peu tout ça pour dire que ça se passe bien. On pourra repartir après sur l'intervention et être à 100% de nos capacités. Car Sébastien et ses collègues n'ont guère de répit. Ils effectuent en moyenne une 20aine d'interventions par jour. Six semaines plus tard, à une quarantaine de kilomètres de Douai, nous retrouvons Marion, la conductrice rescapée de la collision. Donc là, les 2 genoux, tu poses vers le haut. Il ne lui reste que de vagues souvenirs de l'accident. Et je me souviens de cette voiture en fait qui a déboîté de la file venant en sens inverse et qui a fait des zigzags à grande vitesse en ma direction et après gros trou noir. Je me souviens pas de l'accident tout ça et dans un sens je préfère quoi. Voilà. Au moins j'en fais pas des cauchemars et ça aide d'avancer, je pense, ça aide à avancer. Marion a été victime de fractures graves au bras et au bassin. Elle est alitée chez elle depuis 1 mois et demi. Le genou qui craque. Le médecin lui a prescrit des exercices quotidiens pour ne pas perdre ses muscles. Si la jeune femme se montre si combative, c'est aussi pour Élise, 3 ans et demi. Bonjour. Aïe. Je suis malade. Ah oui, ça va. Un soleil qui sourit, formidable. Elle aide à garder le moral aussi. Hein. Elle aussi, c'est une pile électrique. Elle a toujours la banane et la patate. Alors, ça aide. Il faudra plusieurs semaines à Marion avant de remarcher. Mais en comparaison du drame survenu à l'autre conducteur, Marion et son mari prennent cette épreuve avec philosophie. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment pas de chance. Voilà, monsieur a fait apparemment aurait fait un malaise. Marion était là au mauvais endroit, au mauvais moment. On n'en veut à personne. Je veux dire, voilà, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Donc... En 2017, la sécurité routière s'est améliorée dans le Nord. Le nombre de décès a baissé de 24% par rapport à l'année précédente. Voilà, mademoiselle, et ben à demain. À Douai, la course continue pour les pompiers. Sébastien vient d'être appelé sur une nouvelle urgence. En cause, un fléau à l'origine d'un bon nombre d'interventions, l'alcool. Et cette fois, la victime est un adolescent de 16 ans à peine. Bonjour, c'est que appelé ? En bas de l'immeuble, un groupe de jeunes indique aux pompiers que l'adolescent s'est écroulé dans les escaliers. Salut. Ça va? C'est les pompiers là. Qu'est-ce qui se passe? Bah si, t'es dans l'escalier, il se passe quelque chose. Pardon? Tu es? Fatigué? Le jeune homme a bien du mal à articuler. Eh, c'est les pompiers, regarde-moi 2 secondes, regarde-moi. Attends, calme-toi. Nous sommes en plein après-midi et le jeune homme est déjà fortement alcoolisé. Bah, je te tiens pas. C'est comment ton prénom? Comment? T'as envie de vomir? Bah, mets-toi correctement déjà si t'as envie de vomir. Même sur s'assoit. Sébastien veut absolument connaître la quantité d'alcool que le jeune homme a consommé. Il y va de sa sécurité. Alors, qu'est-ce que t'as pris?
Ah, t'as pris quelque chose, tu vomis là. Ah, c'est quoi? De l'alcool? Et t'as quel âge? 16 ans. 16 ans? Et t'as bu quoi alors? Le soir. Je comprends pas. Le soir. La vodka là? T'en as bu combien? J'ai bu 5 flashs. 5 flashs, t'as bu que ça? Les flashs, ce sont des doses d'alcool fort que les jeunes avalent les unes derrière les autres. Et tu l'as acheté où l'alcool? Cela s'appelle du binge drinking, littéralement de la beuverie express, un fléau venu d'Angleterre qui fait des ravages chez les adolescents et qui risque de les plonger dans un coma éthylique. T'es mineur. Et comme t'es alcoolisé et que t'es mineur, tu vas forcément venir avec nous. Nous, on va t'aider à marcher jusqu'en bas, on te met dans l'ambulance, et après c'est direction hôpital. D'accord? Si, c'est comme ça. Toi, t'as pas le choix. Alors, te mets debout. Allez, non, debout. Non, hey. Allez, vas-y. T'as 16 ans, t'as réussi à boire, t'arriveras à marcher un petit peu. D'accord? Hors de question pour Sébastien de laisser le jeune homme sur place. S'il tombe dans le coma, son pronostic vital serait alors engagé. On arrive en bas. L'adolescent est tellement ivre que les secouristes doivent pratiquement le porter à bout de bras. Hop, tu vas prendre un peu d'air frais, ça va faire du bien. Et ils vont bientôt apprendre la raison pour laquelle il s'est mis dans un tel état. Et la pied, hop, pour un. Près de l'ambulance, la jeune fille qui a composé le 18. Attendez, il y a téléphone. Après, vous le verrez. Quand il a fini son coup de téléphone. Cette adolescente est son ex-petite amie. Et le jeune homme semble avoir du mal à accepter leur rupture. Pourquoi il est comme ça, jeune homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu l'as quitté. Bah, je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est parce qu'il m'a quitté. Tu vas pas C'était. Cette amourette d'adolescent pourrait prêter à sourire. Mais le secouriste, lui, connaît le danger et il ne rit pas. Tu le connais? Bah, t'as tu le connaissais pas dans les escaliers? Ouais, quand je t'ai demandé, tu savais pas trop. Ouais, bah, va le voir 2 secondes. Par contre, tu vas pas avec nous à l'hôpital. Donc, alcoolisé à 15 ans dans les escaliers. C'est quoi le risque? C'est le coma éthylique. Et le but, c'est d'évacuer juste à l'hôpital pour qu'il puisse être surveillé pendant qu'il cuve sur l'alcool. Pour éviter que le jeune garçon ne perde connaissance, les pompiers doivent absolument l'empêcher de dormir. Alors ils lui parlent jusqu'à l'hôpital. Et ouvre un peu les yeux, mets-toi bien alors. Je suis fatigué. Ouais, t'es fatigué, mais il fallait pas boire. Là, pour l'instant, je te pose des questions, tu réponds, d'accord? Et sauf pendant le transport, tu dormiras pas. Si tu veux dormir, tu verras à l'hôpital et c'est même pas encore sûr. Le pompier en profite même pour lui faire la morale. T'as voulu boire, il va falloir assumer un petit peu maintenant. D'accord? Donc, jeune homme de 15 ans, retrouvé dans les escaliers, alcoolisé. Sébastien est d'autant plus énervé qu'il est lui-même papa. J'ai une petite fille de 8 ans et je transpose un petit peu ce que je peux vivre avec ma fille en expliquant aussi avec mon expérience à ce jeune ce qu'il risque. L'adolescence, c'est le début de l'âge adulte et il faut aussi leur expliquer que leur choix, ça peut découler sur des trucs dramatiques. Et j'espère que d'être un bon père me rend meilleur pompier. Donc c'est quoi le numéro de téléphone de tes parents? C'est un numéro de téléphone. Si, tu le sais. Si, tu me le dis, dépêche-toi. Le jeune homme craint la réaction de ses parents. Mais Sébastien n'a pas le choix, il est mineur. Alors il a l'obligation de prévenir sa famille. T'as le numéro de tes parents ou pas? Ouais. Sa mère, je l'ai vu une fois. Ouais. Ses parents vont le rouspéter, hein, parce qu'il n'y a pas d'alcool avant consommer majeur et encore. Hein. Il a 15 ans et demi. Hein. Ouais, voilà. 15 ans et demi, quoi. Ok? Ok. Allez, bonne soirée. Merci. Attention. Moins de 20 minutes plus tard, l'ambulance arrive à l'hôpital. Le garçon est transféré aux urgences, où il restera sous surveillance pendant 24 heures. Ça va? En France, malgré l'interdiction de vendre de l'alcool aux moins de 18 ans, ce fléau continue d'augmenter chez les jeunes depuis une dizaine d'années. Le binge drinking concerne aujourd'hui plus d'1 jeune sur 20. Pendant les jours qui suivent, Vincent, Sébastien et leurs collègues enchaînent les interventions à un rythme toujours aussi effréné. Attention pour lever, lever. Plusieurs fois par jour, ils portent secours aux personnes en détresse. Madame, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Chute, menaces d'accouchement, maladies infantiles,
le quotidien de tous les pompiers de France. Mais le travail des secouristes n'est jamais routinier. On va passer par le haut. Il faut parfois déployer les grands moyens pour venir à bout des situations les plus anodines. Car les pompiers ne lésinent jamais sur les moyens pour sauver la vie des victimes, quelles qu'elles soient. Il y a mon chat qui est tombé du premier étage et pour aller le chercher, j'ai descendu une chaise. Et le chat, il va bien? Oui, le chat, il va bien. Chaque jour apporte son lot d'interventions incongrues. Et c'est justement ce qui va occuper Vincent ce soir. Il est 23 h, en plein milieu de la semaine. La ville commence à s'endormir. Mais pour les pompiers, pas de temps mort. Ils vont vivre une situation plutôt cocasse. Une jeune femme vient d'appeler au secours. Elle est enfermée dans ses toilettes. Par chance, elle avait pris son téléphone avec elle. Seule dans son appartement, elle n'a pas eu d'autre choix que d'appeler le 18. Vincent rejoint ses collègues déjà sur place. A priori, l'opération ne semble pas très compliquée. Mais les pompiers se méfient. La jeune femme, enfermée, pourrait être victime d'un malaise. Alors il faut faire vite. Et un imprévu va corser l'affaire. La dame, elle est coincée dans ses toilettes, au 4e. Sa poignée de porte, elle s'est enlevée à l'intérieur. Et au niveau de sa porte d'entrée, on a essayé de l'ouvrir, c'est une porte blindée, on n'a pas pu. Impossible pour les pompiers d'ouvrir la porte blindée. Ils vont devoir trouver une autre solution. Donc on n'arrive pas à rentrer dedans, donc il faut rentrer par l'extérieur. L'intervention, anodine au départ, prend maintenant une autre tournure. La seule solution pour libérer la prisonnière du petit coin, c'est de sortir la grande échelle. Et la manœuvre n'est pas simple. Mets-toi en mode tortue, descends bien en dessous. Attends, on n'est pas en concordance, tu y es ou pas? Il manque combien? Pas facile de viser une cible aussi précise. T'es pas loin de la concordance des sauts. Le souci, c'est qu'il faut arriver à être le plus près de la fenêtre pour qu'il y ait le moins de vide possible entre la fenêtre et l'extrémité de l'échelle. Une fois l'échelle en place, les pompiers peuvent commencer leur ascension. Tu ouvres la porte dès que vous êtes là-haut? Faites attention. Ça va, la concordance est bonne. Vincent va maintenant pouvoir forcer la fenêtre à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Je vois pas de poignée en fait, tu vois? Ouais, souci, c'est que comme je sais pas où aller la poignée, apparemment ça c'est un fixe, là-bas c'est un fixe. Et comme à chaque fois, il va tenter de faire le moins de dégâts possible. Vincent fait sauter le tasseau de la fenêtre et 1 minute plus tard... Donc en bas, c'est bon, c'est cassé. C'est bon, j'ai réussi sans casser la fenêtre. Déjà, je vais débloquer la jeune fille déjà. Tu fais attention à toi, Benj. Ça bouge beaucoup, il y a un passage dans le vide quand même assez long. Ouais, il ne reste plus qu'à trouver les toilettes de l'appartement. Ça va, on a fait propre hein, quand même. Mademoiselle! Mademoiselle! C'est tout? Oh, merci. Allez, vous pouvez sortir. Alors? Voilà. Ça va? La jeune fille est manifestement au bout du rouleau. La poignée, elle s'est cassée en fait. Donc, elle était cassée de l'autre côté, alors moi de l'intérieur, je pouvais plus du tout ouvrir. Alors, ça fait longtemps que vous étiez là? Là, plus de 2 heures. Ah quand même, mais vous n'avez pas appelé avant? Non, je voulais pas appeler. Essayé? Bah oui, je me doute. Cynthia, 22 ans, vient de passer une soirée dont elle se souviendra longtemps. Comment vous sentez là? Ça va. Vous avez essayé de faire un... Je respire, c'est déjà pas mal. Parce que dans un 3 mètres carrés, c'est un peu compliqué pour respirer. La jeune femme est embarrassée d'avoir appelé les pompiers pour si peu,
mais elle n'a pas eu le choix. Je savais que la poignée, elle merdait un peu, mais en le fermant, la poignée, elle s'est enlevée d'un côté et puis moyen de récupérer l'autre. Faut se débrouiller avec ce qu'on a dans le toilette pour essayer d'ouvrir la porte, mais au bout d'un moment, on ne peut plus, alors on appelle les pompiers, et puis ben voilà quoi. Et si vous avez pas eu votre téléphone? Bah je sais pas comment j'aurais fait. Je sais pas du tout. Et pourquoi vous n'avez pas appelé plus tôt? C'était la gêne? Qu'est-ce qui vous embêtait d'appeler? C'était la situation qui était plutôt... Oui voilà, un peu gênant, c'est vrai que d'être coincé dans les toilettes, c'est pas terrible comme situation. Je crois qu'ils ont eu pire, hein, mais bon, voilà, c'est fait hein, maintenant. Ces missions font aussi partie du métier de pompier. Avec humour, les secouristes font vite tomber les scrupules de la jeune femme. Bon, bah écoutez, on va vous laisser. Ouais. Un collègue qui va bientôt passer pour le calendrier, madame. J'en ai pas gros pourboire. Non, c'est une blague. Il y a sa tête en bas. C'est pour rien. Par contre, pour les calendriers, on passe pas par la fenêtre, madame. Vous essayerez d'ouvrir la porte quand même. Hein, on va pas faire ça à chaque fois. On va éviter, c'est sûr. Les interventions anecdotiques comme celle-ci représentent une petite bouffée d'oxygène pour ces professionnels confrontés chaque jour à des cas beaucoup plus graves. Alors ce soir, Vincent ne boude pas son plaisir. La jeune fille, elle est contente, elle va pouvoir se coucher, on n'a pas trop cassé, donc c'est marrant. Voilà, tout s'est bien passé, c'est le principal. C'est les interventions qui font du bien, ça c'est... Oui, ouais, on aime bien, même si c'est en pleine nuit, qu'il est un peu tard, et ben c'est pas grave, on le prend avec un peu de philosophie, puis ouais, c'est des interventions qui sont sympathiques, tout à fait, ouais. Bon allez, bonne soirée, au revoir. Allez, au revoir. Bah, puis une bonne nuit. Hein. Ouais, vous aussi, bon courage. Et du courage, il va leur en falloir. Car dans quelques jours, c'est une intervention beaucoup plus dramatique qui va mobiliser Vincent et les pompiers de Douai. Ici, comme dans toute la France, la solitude et l'isolement social font des ravages parmi la population. Régulièrement, des habitants étonnés de ne plus avoir de nouvelles de leurs voisins alertent les pompiers. C'est justement un de ces appels qui crée le branle-bas de combat à la caserne cet après-midi-là. Depuis plusieurs jours, un homme qui vit seul dans un pavillon n'ouvre plus ses volets. Vincent, t'as pris la feuille? Ce sont ses voisins qui ont appelé les secours. Alors le motif, ça peut être très varié. On va voir sur place. Après, on peut s'attendre à tout et à rien en même temps. Souvent, heureusement, c'est des personnes qui sont juste tombées au sol et qui n'arrivent pas à se relever et qui n'arrivent pas à ouvrir la porte. L'homme pourrait être en détresse à l'intérieur de sa maison. Les pompiers doivent agir rapidement. L'intervention a lieu dans un quartier résidentiel. À mon avis, c'est les gens qui sont là, non? Les voisins sont inquiets. Tous les voisins sont rassemblés près de la maison du célibataire. Vincent cherche immédiatement à en savoir plus. Son ancienne compagne, hein. Ouais. Ça fait 3 jours qu'on n'a plus de nouvelles. Ouais. Il répond pas. Non. Normalement, vous le voyez tous les jours. Les voisins le voient. Les voisins le voient tous les jours. Il ouvre et ferme ses carreaux tous les jours. Ah, ça reste toujours fermé. Et là, d'habitude, quand vous l'appelez, il répond tout le temps. Oui. Pour Vincent, ces informations sont inquiétantes. L'homme aurait une santé fragile. Il pourrait avoir fait un malaise. Et on voit rien, vous avez regardé par les carreaux? Les pompiers tentent de passer par l'arrière de la maison. C'est ici, monsieur? Ils espèrent y trouver une fenêtre mal fermée. Essayez de regarder par les fenêtres si on voit quelque chose. On ne verra rien, la persienne elle est fermée. Non, rien du tout. Et là-haut, il y a un volet là-haut. Mais il est fermé. Ouais. Toutes les issues sont closes. Alors Vincent a une idée. Donc j'ai vu un volet sur la façade avant, à l'étage. On n'est pas à 30 secondes près, ça va nous prendre 30 secondes de plus de passer par la fenêtre que de casser la porte. Mais l'avantage en passant par la fenêtre, c'est que derrière on peut refermer le volet. Donc quand nous on part, le temps que la police arrive, le domicile est relativement sécurisé. Le pompier aimerait éviter de casser la porte. Il garde toujours à l'esprit que les habitants doivent pouvoir rester dans leur maison en toute sécurité après son passage. Attention aux yeux.
Avec ce modèle de fenêtre moderne, Vincent n'a pas le choix. Il doit casser le carreau. Quelques instants plus tard, les pompiers parviennent enfin à pénétrer dans la maison. Reste à savoir si l'homme qu'ils recherchent est à l'intérieur. Il y a un chien. Il y a un chien. Il y a quelqu'un? C'est les pompiers. Allez, Pépère. Chut. Doucement. Bon, attends, je vais ouvrir. On y va, on va voir dedans partout. Après quelques minutes, c'est tout. Les pompiers font une découverte tragique. Tu l'as trouvé? Oh putain. Victime d'une rupture d'anévrisme, l'homme s'est effondré dans la salle de bain. C'est ce qu'on craignait, ce monsieur est décédé. Je pense que ça fait déjà un moment. On ne peut malheureusement rien faire pour ce monsieur. Notre mission s'arrête là, ça va être la police qui va prendre en charge. Ce n'est pas le rôle de Vincent d'annoncer la mauvaise nouvelle aux proches. Seul un médecin est habilité à le faire. Mais cette fois, ils ont déjà compris. On va pas vous dire pour l'instant, il va y avoir une enquête pour l'instant, on attend. D'accord? Ça fait un moment déjà, c'est pas aujourd'hui, je pense pas. C'est pas normal. Il est toujours difficile pour les pompiers de faire face au désarroi des proches. On peut absolument rien faire, madame, il est beaucoup trop tard. Ça s'est fait fort probablement déjà depuis au moins une ou deux journées. C'est pour ça qu'il répondait pas. Malgré ses 20 ans d'expérience, Vincent est toujours touché par la douleur des familles. C'est des choses auxquelles on est confronté régulièrement, donc c'est jamais agréable et c'est toujours délicat de voir la peine des membres de la famille, donc c'est un moment qu'on n'aimerait pas vivre, mais bon, c'est notre travail, hein, il faut qu'on le fasse et on essaie de le faire de manière le plus professionnelle possible. À Douai comme ailleurs, le quotidien des pompiers est particulièrement éprouvant. Alors Vincent a dû trouver un exutoire. Après 24 heures de garde, il prend toujours le temps de se défouler. C'est sur ces terrils, vestiges de l'exploitation minière, qu'il trouve son terrain de jeu préféré. Car même pour les soldats les plus aguerris, certains souvenirs laissent des cicatrices. Forcément, il y a des choses qui ressassent quand on est en repos, des situations qui étaient difficiles et qui vont forcément en ressortir à un moment ou à un autre. Quand on n'a pas fait de belles choses, eh bien, on vient ici, on y pense un petit peu et puis on n'a pas l'impression d'être dans un bassin minier avec tous les soucis qu'on peut connaître au quotidien. Ça fait du bien et quand on rentre chez soi, on se sent bien et physiquement et mentalement. Dans son engagement au service des autres, Vincent a appris à profiter des bonheurs de la vie. Quand on est sapeur-pompier, oui, on a la chance de pouvoir voir de très belles choses et des choses moins belles. Donc en étant confronté aux deux extrêmes, ça permet de se dire quand on rentre à la maison, j'ai quand même de la chance parce que moi j'ai une famille, je suis entouré, il y a du monde. Et puis on n'est pas non plus dans le besoin. Donc c'est des bonnes leçons de vie. Un recul salutaire pour trouver la force d'apporter son aide à une population dans le besoin. Car dans le Nord, les pompiers ne s'arrêtent jamais. Un peu plus tard, Vincent vole à nouveau au secours d'un homme en détresse. Il a appelé les pompiers pour avertir qu'il allait se suicider. T'as des infos complémentaires ? Le Nord est le département qui compte le plus d'hospitalisations pour tentative de suicide. Mais cette fois, le cas est particulier. L'homme menace de se tuer avec une arme. Les pompiers vont devoir agir avec prudence. On a pour info que ce monsieur est connu des services psychiatriques et qu'il est potentiellement dangereux. On ne pourra pas s'engager tant que la police n'est pas sur place et n'a pas sécurisé les lieux. Ce qu'il faut préserver avant tout, c'est la sécurité des intervenants, la mienne et celle de mes collègues. Vincent se trouve confronté à un double problème. Protéger la vie de la victime, mais aussi celle de ses hommes.
Alors c'est sans gyrophare et à couvert que les pompiers arrivent sur les lieux. Thomas, laisse pas l'ambulance là, pas la mettre loin. Pas vu, ouais. Mais même sur le côté. Ils craignent que l'homme, armé et psychologiquement instable, s'attaque à eux. Non, on prend rien. S'il faut se barrer, il faut être le plus léger possible. Longez bien le bâtiment quand même. Faites attention, regardez bien au-dessus de vous. Les policiers sont déjà sur place. C'est où l'appartement? Ouais, c'est là-bas où on sera. Du coup, on attend parce qu'il y a une arme d'exhibition, on attend de savoir si on rentre ou pas. D'accord, bon bah nous on va se mettre à l'abri. On va se mettre là-bas. Ouais, salut les copains. Pour établir leur stratégie d'approche, pompiers et policiers se regroupent dans le hall d'un immeuble voisin. La personne est potentiellement dangereuse. Pour le moment, personne ne peut prendre le risque d'entrer. C'est la police qui est en train de s'équiper pour pouvoir sécuriser la zone. Vous voulez qu'on prenne déjà un premier contact avec ou pas? En interphone? Ouais. C'est Frédéric, le commandant des opérations de secours, qui va tenter de parlementer le premier avec l'homme. Les policiers assureront sa sécurité. Ah, il est au rez-de-chaussée, pardon. Alors, il y en a qui regardent ici. C'est quel c'est gauche ou à droite? À mon avis, c'est où il y a la lumière allumée là-dessus. Frédéric sonne à l'interphone. S'il vous plaît. L'homme vient ouvrir, mais il ne semble pas prêt à discuter. C'est vous qui avez appelé? Venez là, monsieur, venez là, monsieur. L'individu semble agité et alcoolisé. Frédéric se tient prudemment à distance. Et après 10 minutes de négociation... La police, elle peut rentrer. C'est bon? Ouais, vous pouvez rentrer. On peut rentrer, monsieur? Les policiers ne veulent prendre aucun risque. C'est la police. Ils ont affaire à un homme armé. Protégé derrière un épais matelas par balle, ils le mettent tout de suite hors d'état de nuire. Y'a personne dedans? Personne de... Ouais, personne. Vous êtes tranquille, là? Bah, j'ai pas l'air. On va vous prendre en charge. Chez les pompiers, on va vous prendre en charge, d'accord? Pliez votre jambe. Pliez, voilà. Vous vouliez vous suicider? Voilà. On va se relever, ok? Allez, viens. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Et on va s'asseoir. Après avoir maîtrisé l'individu, les policiers se mettent en quête de l'arme avec laquelle ils voulaient mettre fin à ces jours. T'as vu une arme, un club de golf? Non, rien. Il y a juste là un club de golf qui est derrière la porte. Mais voilà, rien de menaçant. C'était un appel à l'aide plutôt qu'autre chose. On va prendre attention. Aucune arme, mais l'homme est fortement alcoolisé. Vincent doit maintenant déterminer s'il nécessite une hospitalisation. Vous avez des soucis de santé, monsieur? Ouais, je suis malade du pancréas. On va à l'hôpital, monsieur. L'homme est emmené aux urgences. Il ressortira le lendemain matin après avoir vu un psychiatre. Tous les ans, Vincent, Sébastien et leurs collègues volent au secours de près de 9000 personnes. Pour des petits bobos ou pour des cas beaucoup plus graves, les pompiers du Nord restent toujours dévoués au service de la population.